On se retrouve en direct avec notre invité Olivier Besancenot. Bonsoir. Bonsoir. Membre de la direction du nouveau parti anticapitaliste. On va peut-être parler d'éducation nationale pour commencer avec le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer, dont visiblement la méthode ressemble à la méthode bulldozer. Le redoublement, il n'est pas normal de l'interdire, dit-il, notamment aux primaires. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas systématiquement interdire aux élèves de redoubler? Il n'a surtout pas raison de nous emmener sur un débat un peu secondaire. Parce que moi, à titre personnel, je ne crois pas à la vertu pédagogique du redoublement. Je ne crois pas non plus à la vertu pédagogique de l'interdiction du redoublement. Voilà, c'est-à-dire qu'en effet, si c'est interdire le redoublement juste pour, quelque part, de façon cynique, se débarrasser pour des raisons de coût, essentiellement. Pour des raisons de coût d'un certain nombre d'élèves qui sont dans la scolarité, évidemment, il n'y a pas un enseignant qui peut être pour ça, mais le problème, c'est les moyens. Voilà, parce que vous pouvez dire que vous allez faire avancer le véhicule dans telle ou telle direction. Si vous mettez de carburant dedans, il va avancer nulle part. Et là, le problème sur les chiffres, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire, quand même, de mémoire, Nicolas Sarkozy avait supprimé 80 000 emplois. François Hollande avait fait une belle promesse. 60 000. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron doit s'en souvenir, puisqu'à l'époque, il était quand même dans les circuits de François Hollande. Or, dans les 60 000, on est non seulement très loin du compte, mais surtout, il y a très peu de postes d'enseignants stables. Il y a beaucoup d'emplois précaires, beaucoup d'emplois d'assistants. Donc, on est très loin du compte. Donc, tous les objectifs visiblement qui sont affichés, faut expliquer comment on fait. Voilà. Et on est très loin de l'objectif. Au NPA, vous voulez une éducation nationale libérée du capitalisme, c'est ça? Oui. Alors, ouais, en fait, à la fois sur la création des jobs et des programmes. Oui, c'est ça. Mais à la fois sur la création des postes et sur le programme? Oui, bien sûr. Ça veut dire que ça doit être dans le cadre d'un service public unifié, dans lequel, en effet, on interdit la loi de la rentabilité, de la mise en concurrence, y compris de la mise en concurrence des établissements scolaires entre eux, parce que ça, c'est une logique qui n'est pas propre d'ailleurs qu'à l'éducation nationale, qui touche le service public hospitalier, par exemple, qui touche aussi la Poste. J'en sais quelque chose, aujourd'hui, on est en grève, et qui consiste, par exemple, à autonomiser de façon budgétaire chaque établissement. Et quand vous rentrez dans ce type de dynamique-là, en réalité, vous allez recréer les inégalités sociales. Il y aura des établissements plus ou moins riches, des établissements plus ou moins pauvres. Et donc, de fait, c'est contradictoire avec une mission de service public qui consiste à s'adresser à l'entièreté de la population, quel que soit son emplacement sur le territoire. Ce qu'on appelle les ZEP, qui sont aujourd'hui les REP, les zones d'éducation prioritaire, Emmanuel Macron veut diviser par deux les effectifs des petites classes. À 12, mais comment il va faire? Avec des profs supplémentaires. Mais comment à la rentrée, dès le mois de septembre. Mais comment il va faire? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que ça, c'est pas vrai. En réalité, si on ne met pas, par exemple, dans le 93, on estime qu'il faut 6 000 enseignants supplémentaires d'urgence. Vous allez diminuer les classes à 12. Et comment vous allez faire avec le restant? C'est-à-dire, c'est ceux qui ne sont pas directement devant la classe qui vont le faire. Ils vont faire du bricolage, comme d'habitude. Ils ne vont pas mettre les moyens qui correspondent. Donc, il y a un moment, c'est un peu pénible d'en revenir à ça. Mais les questions budgétaires, elles ont leur importance. La question des effectifs, elles ont leur importance. Les questions de formation, elles ont leur importance. Sans moyens, tout ça... c'est, comment on dit, de la poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin, expression d'Emmanuel Macron. Le travail, ça c'est un gros morceau évidemment sur lequel vous êtes très mobilisé. La méthode, le calendrier, des négociations, une 50aine de réunions avant les fameuses ordonnances. Vous n'y croyez pas plus que Philippe Martinez de la CGT? Non mais c'est pas ça, c'est la méthode, c'est les ordonnances. Donc à partir de là, le débat il est clos. Ça sert à rien les 50 réunions alors? Non mais tout ça c'est de l'affichage. Ils peuvent faire dans l'urgence, courir après tout le monde pour nous dire, mais ça je connais par cœur, dans n'importe quelle entreprise du public ou du privé, quand vous faites une réorganisation, vous mettez en place des groupes de travail et vous faites des grands affichages en disant on a consulté tout le monde. La réalité c'est qu'ils pratiquent sur ordonnance et sur ordonnance c'est pas une petite affaire. Moi je suis pas spécialiste de la question institutionnelle, mais ça veut dire qu'il va se priver d'un débat, et volontairement d'ailleurs, d'un débat polémique public qui dure avec le jeu des amendements, le jeu parlementaire qu'on connaît tous. Il veut aller vite pour passer en force. Donc ça veut dire qu'au-delà d'ailleurs de la méthode, il y a la question de la légitimité du gouvernement. Et pour cause, la loi travail, théoriquement, c'est un débat qu'on connaît. Là, il y a comme un petit goût, un petit parfum de déjà-vu. On s'est mobilisé fortement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. La majorité de l'opinion était contre. Tout ce qui n'est pas passé dans la loi El Khomri, ils veulent le faire passer. Et surtout avec une pierre angulaire idéologique qui est la question de la primauté des accords d'entreprise. Parce qu'en réalité, ce que veut le patronat depuis très longtemps, c'est un système de dérogatoire global qui consiste à esquiver tout ce qui peut permettre aux salariés de se protéger, qu'on peut trouver dans un accord de convention, c'est-à-dire dans la branche, ou qu'on va trouver dans le droit du travail et dans le code du travail. C'est pire les ordonnances ou c'est pire le 49.3? Pardon? Le 49.3, c'est pire que les ordonnances? Les ordonnances, c'est pire que le 49.3? Ça revient au même, parce que, comme je vous disais, c'est la question de la légitimité. D'ailleurs, c'est surprenant. C'est-à-dire que là, on est tous en train de discuter des législatives. Y aura-t-il ou pas la majorité absolue? Mais qui est ou pas la majorité absolue, il y aura de l'instabilité. Et les premiers à le savoir, c'est d'ailleurs les membres du gouvernement, parce que...
S'ils sont dans cette perspective de réclamer aux électeurs la majorité, comment ça se fait que dans le même temps, ils annoncent qu'ils vont fonctionner par ordonnance? Il y a bien un problème de légitimité. Et moi, je sais pourquoi il y a ce problème de légitimité. Parce que, quel que soit le degré de renouvellement du personnel politique, on n'est pas dans la réponse à la question de la crise politique, on est finalement toujours dans le problème. On est même dans l'expression du problème. On reste dans ce registre-là. Et donc, on voit que les affaires continuent avec Ferrand. Donc, même ça continue. Et puis, on sait surtout que si vous prenez simplement le deuxième tour de l'élection présidentielle, quand vous additionnez ceux qui ne sont pas sur les listes électorales, ceux qui ont été rayés des listes électorales, ceux qui ont voté blanc, ceux qui ont voté nul. Je ne vous parle même pas de ceux qui ont voté Macron en se mettant une pince à linge sur le nez. Non, moi, ce que j'ai voté à titre personnel, c'est pas le plus intéressant. Je peux vous dire que j'ai pas voté Le Pen et j'en suis très fier. Voilà, mais le cas de conscience à distance. Pas Macron non plus. Ouais, non, mais le cas de conscience qui continue à opposer ceux qui ont voté Macron, qui n'ont pas voté Macron. Tous ceux qui ont le cœur à gauche, ils connaissent ce dilemme-là. Et bon, ça va 30 secondes. Le vrai problème, c'est de savoir quelle opposition on va faire naître à Macron. Elle sera dans la rue. Au deuxième tour, il y avait plus de personnes parmi tous ceux que j'ai cités que ceux qui ont voté Macron. C'est pour ça qu'il y a cette question de légitimité. Elle sera dans la rue. Et c'est pour ça que nous, on espère qu'il y aura une riposte unitaire, la plus large possible. Je sais qu'il y a une initiative du Front Social qui est déjà posée dans le décor pour appeler une première manifestation le 19 juin. Je crois que ça va dans le bon sens. Il y a des associations comme Copernic qui cherchent à regrouper des appels unitaires. Et je crois que du côté politique, on aurait besoin de se voir au plus vite. Voilà, je le dis par exemple à la France Insoumise, je le dis au Parti communiste, à Lutte ouvrière, aux organisations libertaires, peut-être même au Parti socialiste, s'ils entendent vraiment s'opposer à la loi travail. Je crois qu'on a besoin de se voir les uns les autres et même peut-être, pourquoi pas, de faire une réunion unitaire ensemble pour voir comment on peut se joindre à la riposte contre la loi travail. Et vous dites quoi, Jean-Luc Mélenchon, quand vous lui demandez cette Là, réunion ? visiblement, elle a l'air très pris par les législatives. Donc, c'est pour ça que je lui dis, je sais pas, admettons, moi je veux pas casser l'ambiance, mais admettons qu'il n'y ait pas de majorité absolue de la France Insoumise, la vie politique va continuer. Donc comment on fait tout de suite après pour remonter sur le ring, puisque c'est ce que nous demande Macron, c'est de remonter sur le ring. Il veut un deuxième round sur la loi travail, il va falloir qu'on le fasse ensemble. Pour ça, je dis à Jean-Luc Mélenchon, voyons-nous au plus vite. Je le dis à lui et puis à tous les autres. Il ne s'agit pas de se substituer aux organisations du mouvement social, mais de participer à ce combat. On ne va pas refaire comme sous Hollande, on ne va pas attendre 2-3 ans avant de se dire, tiens mince, il fallait une opposition sociale et politique à ce gouvernement. Un mot de Richard Ferrand avec ces nouvelles révélations aujourd'hui. Les mutuelles de Bretagne ont bien bénéficié de subventions publiques. Cette position est intenable pour vous ? Oui. Intenable, ce n'est pas une nouveauté, mais je vous dis, c'est ce que je disais de la crise politique. Là, les législatives, c'est la même que la présidentielle, Fillon en moins. Donc c'est Ferrand qui prend le relais. Les mêmes problèmes, les mêmes solutions. Derrière les problèmes d'affaires, il y a des problèmes de crise politique profonde et je crois qu'à ça, il y a des solutions alternatives qu'on essaye de mettre en avant. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en avant comme solution fondamentale, c'est de déprofessionnaliser la politique. Je vous le dis, tant que la politique sera un métier pour certains, tant que certains pourront faire carrière en politique, il y aura des carriéristes en politique, il y aura de la corruption en politique. Donc il faut des mandats courts, il faut la rotation des mandats et il faut plafonner la rémunération. Propose François Bayrou dans la loi de moralité. Ouais, mais là aussi, perlimpinpin, hein, c'est très timide. Et puis, qu'il y ait ou pas des présidents au Conseil constitutionnel, moi je vous dis franchement, ça me laisse un peu indifférent. Mais par contre, il y a des solutions dont il ne parle pas. Plafonner la rémunération des élus. Voilà. Si vous avez un mandat. Il enlève la réserve parlementaire. Oui, mais ça c'est le minimum. Mais je vous dis, au-delà de ça, il y a la question de la rémunération. Si vous avez un mandat de la population, moi je ne vais pas faire de démagogie, vous devez pouvoir le faire. Donc vous êtes extirpé de l'activité professionnelle que vous avez. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de raison que vous gagnez plus d'argent que ceux que vous êtes censés représenter. Donc fixons-le par exemple au salaire moyen de la majorité de la population. Et puis une fois qu'on l'a fini, c'est-à-dire une fois qu'on a fait 2 mandats et pas 3 au cours de sa vie, on retourne au boulot, voire on y va tout court. Pour certains, ça leur fera pas de mal. Combien de candidats est-ce que vous avez, vous, aux législatives ? On en a une petite quarantaine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas mis, nous, le paquet sur les législatives. Parce qu'on sait d'abord que le calendrier de la Ve République, surtout avec les réformes qui avaient été faites par Jospin et Chirac, c'est vraiment de ratifier en l'amplifiant en général l'effet présidentiel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de préparer la séquence politique qui s'ouvre, mais évidemment, on a des candidats NPA et on souhaite qu'il y ait un maximum de voix pour nous. Pourquoi Philippe Poutou ne s'est pas présenté ? Il avait quand même marqué les esprits lors du débat à 11 candidats qui avait été organisé sur CNews. Il n'a pas souhaité se présenter aux législatives ? Non, parce qu'il l'a déjà fait, là aussi, puis qu'on est toujours, nous, dans le même registre. C'est-à-dire que chez nous, ça tourne, on essaie de présenter différents visages, mais on l'amène, la campagne. Il fait un meeting ce soir. Moi, j'ai fait une réunion publique dans le 13e hier. Il y avait du monde, il y avait des jeunes, des syndicalistes, des militants d'autres organisations politiques qui viennent aussi pour discuter, parce que je vous dis, on est tous un peu orphelins de quelque chose à la gauche de la gauche. Donc à un moment donné, il va falloir que tout le monde se repose et discute quand même concrètement. Vous avez parlé d'une réunion avec le Parti socialiste, ce qu'il va en rester en tout cas. Les sondages, a priori, annoncent un cataclysme. Ce Parti socialiste, il pourrait venir discuter avec vous, le NPA, je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est à eux de répondre à la question. Je vous le dis, nous, c'est sur des propositions concrètes. Il y a la loi Travail 2. Loi Travail 2, pour moi, égale Nuit debout 2. Il va falloir réoccuper des places, remanifester
manifester, refaire grève, retirer aussi peut-être les leçons de la stratégie de lutte qui n'a pas fonctionné la dernière fois, parce qu'on s'est beaucoup mobilisé, mais à chaque fois avec des grandes journées d'action et de mobilisation étalées sur plusieurs semaines d'écart. Plutôt que d'en faire 5 ou 6 sur 2 mois, est-ce qu'il ne serait peut-être pas préférable d'en faire 2-3 d'affilée tout de suite d'entrée de jeu, histoire de bien montrer au gouvernement qu'on est déterminé? Tout ça, ça doit être discuté. Mais ceux, en tous les cas, qui ont l'intention de s'opposer concrètement à la loi travail, ils sont les bienvenus. Mais moi, ce que j'espère, en tous les cas, c'est que Nuit debout renaisse de ses cendres. Parce que là-dedans, il n'y avait pas simplement la convergence des luttes nécessaires, il y avait aussi une affirmation démocratique qui était subversive, qui était porteuse d'espoir, même si ce n'était pas à l'échelle qu'on souhaitait. Mais il y avait l'idée que finalement, la politique, là où elle pousse le mieux, c'est souvent à ras du sol. Chacun était le bienvenu, c'était pas contre les organisations, mais chacun faisait de la politique avec les autres, et ça c'était important, on en a bien besoin dans les prochaines semaines. Un dernier mot du mouvement de grève à la Poste, vous souhaitiez en parler évidemment, vous êtes salarié de la Poste. Oui, il y a un mouvement de grève parisien qui va durer 3 jours, c'est à l'appel de toutes les organisations syndicales, c'est une première, c'est surtout un appel aussi de collectifs d'usagers qui se joignent à la mobilisation, puisque sur Paris, c'est ce qui se passait dans les régions et maintenant qui touche la capitale, la direction de la Poste s'apprête à supprimer 1 bureau sur 3 dans les prochains mois qui viennent. Et je rappelle que la Poste touche le crédit d'impôt compétitivité emploi. Macron, ça doit lui dire quelque chose. 1 milliard d'euros sur 3 ans, c'est l'argent de nos impôts pour soi-disant créer de l'emploi, alors qu'en réalité, à la Poste, il y a 4 emplois supprimés par heure travaillée. 4 emplois supprimés. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise. Mais je vous dis, la nouveauté, c'est qu'on le fait avec les usagers. Et il y aura une manifestation samedi à la Cité Curiale, dans le 19e, parce que c'est des gros bureaux qui sont concernés. Et c'est pour ça que c'est aussi une première qu'il y ait cette jonction entre les salariés et les usagers. Ça prouve que ça ne s'oppose pas. Merci beaucoup Olivier Besancenot d'être venu ce soir sur CNews. Dans un instant, le grand débat des éditorialistes. On va évidemment parler de la loi travail, on va parler de l'éducation nationale et on va parler aussi des législatives. A tout de suite sur CNews.